parole, M. Louali. Merci, Sidéo, alors, techniquement, mon esprit est encore en rémanence par rapport à cette belle histoire réelle qui vient de nous être racontée. Alors, je suis particulièrement fier de faire partie de ce pool de personnes intellectuelles et entrepreneurs. Je suis particulièrement honoré de siéger à côté d'une personne vis-à-vis duquel je suis un peu fan et aussi religieusement fanatique vis-à-vis des valeurs, de courage, de persévérance et d'innovation, qu'importe. Alors, par rapport à mon intervention, Sidaoud m'a invité tout en m'entendant, disons, vous avez 4 blondes par rapport à l'intervention. Vous savez, lorsqu'on a le choix, on a le paradoxe du choix. Avec le choix, vient l'embarras. Et j'ai du mal justement à décider de l'axe d'intervention que je peux apporter dans cette intervention. Et à un moment donné, je me suis inspiré de l'état d'esprit que je suis en train de vivre. C'est un état de repentir professionnel. C'est-à-dire que dans mon parcours de coach, de consultant, etc., je suis en train de vivre un moment, disons, charnière de ma relation avec mon métier. Et du coup, l'intervention que j'aimerais vous apporter aujourd'hui porte justement sur ça. Et va être intitulée « Comment décoacher l'esprit entrepreneurial ». Alors, le « dé » ici, c'est un préfixe qui veut bien dire l'opposé. Comment décoacher, si on a besoin d'une métaphore, c'est comment déstaticiser, c'est-à-dire au sens physique, éliminer toute l'électrostatique qui s'est infiltrée dans l'esprit entrepreneurial, parce que je crois qu'on a trop coaché les entrepreneurs, au point de les déposséder de leur qualité originelle, qui est être libre, être justement exempt de toute modélisation, de toute volonté de vouloir les mettre dans des modèles quantifiables. Et même les professionnels, vous savez, les professionnels les plus patentés sont parfois dans cette attitude de malfaçon intellectuelle de vouloir faire croire à l'entrepreneur qu'il existe des formules magiques, qu'il existe des one best way, qu'il existe des modèles d'entrepreneuriat et qui sont, s'ils sont empruntés, on peut aboutir à fabriquer l'entrepreneur. Alors ça, c'est... les discours sont parfois d'une platitude qui frôle l'indigence et on est en présence parfois lorsqu'on entend certains coachs, même à l'international, en train de parler de formules de réussite, en train de parler de greatness, c'est-à-dire l'excellence, en train de parler du prix de l'excellence, etc. On a l'impression qu'on est en face de psittacisme peu digne de personnes intellectuelles. Alors, le résultat, c'est quoi? Et vous savez pourquoi? La cause principale, c'est qu'il y a un marché pour ça. Tous les professionnels de relations d'aide, qui peuvent prendre plusieurs formes, à savoir consultants, coach, scientifiques, et j'en passe, tous les professionnels, toutes les industries connexes qui viennent apporter de la valeur intellectuelle à l'entrepreneur, il y a un marché pour ça. Tom Peters, par exemple, ou Jim Collins, l'auteur du grand livre de l'excellence, etc., Will to Last, Will to Great, il se fait payer quelque chose comme 180 000 $ pour une intervention. Donc il y a un marché, tant qu'il y a un marché, on a intérêt à perpétuer le mythe. Et le résultat, c'est qu'on a abouti à des entrepreneurs qui sont mal outillés face au risque, à l'incertitude, voire face à la sérendipité de la pratique entrepreneuriale, qui est fondamentalement une qualité de l'entrepreneur. Deuxième corollaire, c'est qu'on est en présence d'entrepreneurs dépossédés de leur instinct prédateur. Des entrepreneurs qui rêvent d'un océan blanc, d'un océan bleu. Alors que par définition, l'entrepreneur, c'est le sommet de la chaîne alimentaire, disons, dans un écosystème justement donné. Et donc l'entrepreneur représente les valeurs de la prédation au sens économique, au sens agilité, au sens la survie pour le mieux adapté. Alors, comment est-on arrivé ici? Déjà, lorsqu'on écoute les Sherpas, les coachs, etc., en train de prôner et de raconter les belles histoires, des modèles, des gens qui ont suivi certaines formules et qui ont abouti à des entreprises qui ont réussi. Et je cite parfois Cisco, je cite parfois Apple, je cite parfois Dell. Les exemples font légion dans la littérature, dans les conférences. Et vous allez voir pas mal
d'exemples de code. Alors, le problème, c'est qu'on est en présence d'un biais scientifique grave, qu'on appelle la reconstruction postocienne, c'est-à-dire qu'on est en train de connecter les points à reculant. Je vous donne un exemple. En 1975, il y avait un scientifique qui a fait une expérience. C'est qu'il a donné un exercice à des étudiants, leur demandant de prévoir les résultats et les performances d'une entreprise en se basant sur des bilans anciens. Il a collecté les résultats, il a fait semblant d'aller les corriger, et puis il a donné son feedback. La moitié de la classe avait des bonnes notes, l'autre moitié avait de mauvaises notes, sauf que le net n'avait aucune relation avec la performance réelle. C'était juste des résultats falsifiés. Alors par la suite, il a administré un questionnaire auprès de ses étudiants pour leur dire « Parlez-moi de votre expérience en termes de cohésion du groupe, qualité de communication, degré d'entente, leadership, etc. » Et curieusement, qu'est-ce qu'on a obtenu? Il y a une corrélation significative entre le résultat obtenu et l'impression qu'ils ont eue de leur performance, soi-disant. C'est-à-dire que c'est en fonction du résultat qu'on est en train de reconstituer le pattern. On est en train de créer une histoire, de la fabriquer en fonction du résultat. Moralité, quand une entreprise réussit, on s'arrange pour créer une histoire. Et l'inconscient humain, il est friand de ce genre d'histoire qui nous font croire qu'il y a une certaine manière de faire les choses. Et le paradoxe, c'est que parfois, prenons une entreprise comme Cisco. En 2001, on faisait l'éloge de Cisco parce que c'était un cas d'excellence, de connexion au marché, d'un management à l'écoute, etc. Après, il a eu des déconfitures. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Dans la presse spécialisée, on trouve des choses genre un management arrogant, un management déconnecté de la réalité du terrain. Et le comble, c'est que c'est pas à partir de 2001 qu'on commence à mettre des jugements, c'est qu'on met des jugements par rapport aux méfaits qu'on a plébiscité avant. C'est-à-dire que la presse, elle est là, les coachs, ils sont là pour faire des histoires. Et donc ces histoires, ils sont juste des fabrications qui n'ont aucune légitimité. Ils contribuent à renforcer le mythe et les mirages managériaux, comme quoi il y a une façon de faire, et nous, face à des success stories, nous pouvons chercher inspiration. Alors que la réalité n'est pas forcément celle-là. Alors, l'autre exemple, c'est que la science. Vous savez, Tom Peters, quand ils ont présenté leur théorie, il a voulu donner un peu de crédibilité scientifique à ses propos, en disant si les lois de l'ingénierie peuvent être évolutives et ils changent d'une époque à une autre, pour nous, c'est les lois de la physique qui sont immuables et que nous cherchons à dévoiler dans le monde d'entreprise. C'est-à-dire nous voulons trouver, craquer un peu le code, comme on dit, trouver la formule immuable qui marche pour toutes les entreprises. Alors, là, on est en déphasage par rapport à la nature même de l'activité entrepreneuriale. Dans la physique, oui, si l'eau bouillonne à un 100 degrés dans tous les types de casseroles, parce que c'est une réalité physique démontrée, il n'existe pas de formule qui peut marcher pour tous les types d'entreprises. Parce que la notion de performance est une notion même basée sur le décalage. Une entreprise ne peut pas être performante dans un environnement où tout le monde est performant. Elle est définie pas en contradiction, en contraste par rapport à une contre-performance. Prenons General Motors, c'est une entreprise agonisante. C'est pas parce qu'elle est contre-performante dans l'absolu, parce que ses voitures aujourd'hui sont meilleures que ses voitures ça fait 10 ans. Mais c'est sa performance par rapport à ses concurrents, chinois et japonais, etc. Donc, c'est-à-dire que la question n'est pas dans la performance dans l'absolu, mais c'est justement dans ces décalages. Et le marché, il est fait de ces décalages. Alors, l'entrepreneur ne doit plus rêver en termes de formules magiques scientifiquement fondées et qui parfois portent les oripeaux d'un charlatanisme diplômé, parce qu'il suffit d'avoir des diplômes et d'avoir des distinctions académiques pour appuyer ses propos d'une légitimité. Vous allez me dire, oui, maintenant la problématique est là, quelle est la solution? Alors la solution, c'est un petit peu ce qu'on recherche, ce qu'on trouve chez Mike Long, lorsqu'il a été interrogé par le pape sur le secret de son génie. Il m'a dit, particulièrement par rapport à la prouesse, à la beauté, à la façon dont il avait sculpté la statue de David. Vous
Sa réponse, il était un peu bizarre. Il a dit, c'est simple, je supprime tout ce qui n'est pas David. Voilà. Donc, dans son acte, hein, il supprime tout ce qui n'est pas David. C'est-à-dire que, pour nous, les coachs, notre devoir est de supprimer de la personnalité du présumé entrepreneur tout ce qui ne va pas avec l'éthos de l'entrepreneur. Les charlatans raisonnent par les formules positives. Les scientifiques raisonnent par ce qui ne marche pas. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sûrs qu'une personne qui a réussi avait les compétences, ni encore moins si une personne qui a les compétences peut réussir, mais on peut prédire avec une certaine légitimité qu'une personne dépourvue de certaines compétences risque de ne pas réussir. Alors, quelles sont les compétences que nous devons promouvoir auprès de nos jeunes entrepreneurs? C'est les compétences qui ont été brillamment et magistralement démontrées d'une manière, disons, le médium et le message. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire une démonstration quand on a on dit une image vaut 1000 mots, mais une personne vaut des gigaoctets d'informations. Et donc, les qualités de persévérance. Parce qu'un entrepreneur, il est censé être face aux pharisiens, de gens qui ne croient pas en ce projet, qui ne cessent de lui dire que c'est impossible, qui cessent de le considérer comme un outsider. Il a du mal justement à survivre le rejet de la communauté, le rejet qui peut être social, le rejet qui peut être financier, le rejet qui peut porter plusieurs formes. Et au sein de ce milieu hostile, justement, et peu réceptif, l'entrepreneur doit garder justement sa croyance en lui-même, cette estime de lui-même. C'est ce qui fait de l'entrepreneur cette personne qui mérite justement notre respect. Et là, je fais un l'appel pour une journée nationale de l'entrepreneur. Hein. Journée nationale de l'entrepreneur où le message est le suivant. On va réunir les entrepreneurs pour leur dire la plupart d'entre vous vont échouer. L'échec est la règle. Ils vont être méprisés, parfois appauvris, mais nous sommes reconnaissants vis-à-vis de vous pour les risques que vous prenez. By the way, le mot risque, il vient d'une racine qui rappelle risque en arabe. C'est-à-dire que risque et risque, nous sommes dans le même registre. Et les sacrifices que vous faites pour l'amour et la croissance de la planète, tout en tirant les autres hors de la pauvreté. Vous êtes la source de notre richesse, notre nation vous en remercie. C'est le discours. Voilà, ça, c'est un profil également.